reçoit du gouvernement. Sur le terrain, en direct, les réactions du syndicat des chômeurs et des chefs d'entreprise. Manifestation monstre contre l'apartheid en Afrique du Sud. La première marche autorisée par le gouvernement rassemble au Cap plusieurs dizaines de milliers de personnes. Monseigneur Glemp récidive. Pourquoi respecter un accord injuste, dit-il à propos du Carmel d'Auschwitz. Pour freiner le cancer du sein, une expérience européenne à Strasbourg, le dépistage systématique et gratuit. Madame, monsieur, bonsoir. Question. Allez-vous craquer sur le caleçon, le t-shirt ou le porte-clés? Batman, l'homme chauve-souris, s'est posé sur la France aujourd'hui, en tout cas sur ses écrans de cinéma. Et la Batmanie frappe fort. Quelques 300 objets jaunes et noirs fabriqués sous licence. À la mesure, sans doute, du budget colossal de ce film, de son colossal succès aux États-Unis et du colossal budget de publicité qui accompagne son lancement. La Batmanie frappe fort et elle frappe au sommet. C'est ce qu'ont vérifié tout à l'heure Vincent Gerhardt et Philippe Péter. Apparemment, tout est normal à l'Élysée. La Batmania n'a pas encore frappé, apparemment, seulement. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez suivre la sortie de Batman? Hein? La sortie de Batman. Écoutez, je peux pas faire et la rentrée des écoles et la sortie de Batman. Une question sur Batman, monsieur Pas le dans la ministre. cour de l'Élysée. Ah bon, je veux bien. Batman a donc frappé et qui plus est divise. La preuve, mesdames Tasca et Cresson, allez-vous voir le film? Mais dès que j'aurai le temps. Ah, vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord sur tout. Non, 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 monsieur Charras n'ira pas. Monsieur Bérégovoy non plus. Mais il y a le fan club. Je sais que les jeunes en raffolent et j'aurais peut-être l'impression de rajeunir. Madame Avis ne tient déjà plus en place. Si mes enfants n'ont pas été le voir sans moi, que j'irai peut-être le voir avec eux, parce que c'est la seule façon pour moi d'oser aller le voir. Voyez. Et y a-t-il quelqu'un au gouvernement qui serait prêt à tenir le rôle? Le Premier ministre le fera ce soir et le fera mieux que je ne saurais le faire. Dépité, monsieur Soisson est reparti assez triste dans sa Batmobile personnelle. Oui, nous sommes tous de grands enfants. En Belgique, la polémique fait rage parce que le film a été interdit au moins de 16 ans. Batman Rocard, pardon, le Premier ministre. Le Premier ministre a donc présenté officiellement ce matin le nouveau plan de son gouvernement pour l'emploi et il a longuement expliqué cet après-midi aux assises de la formation professionnelle. Premier souci, les chômeurs de longue durée, les quelques 200 000 Français sans emploi depuis 3 ans ou plus. Ne laisser personne sur le bord du chemin justifie à soi seul la priorité gouvernementale pour l'emploi. Une croissance économique plus soutenue que prévu en 1988 et 1989 devrait permettre la création d'environ 250 000 emplois cette année, un peu moins, mais tout de même du plus déjà l'année précédente, et entraîner un léger recul du chômage. Mais si le taux du chômage est passé en 2 ans de 10,6% de la population active à 9,6% de cette même population active, cela ne suffit pas à entamer sérieusement notre préoccupation qui reste entière. Comment accepter que près d'un travailleur sur 10 demeure aujourd'hui privé d'emploi? Là est bien la pire des inégalités. Pourquoi changer un plan qui gagne et qui a créé en un an 250 000 emplois, affirme par ailleurs le Premier ministre. Le plan 89 précise donc celui de 88. Gérard Leclerc, vous nous en rappelez les grandes lignes. Il y a 3 volets dans ce plan. Le premier, c'est l'abaissement des charges pour inciter les entreprises à embaucher. Et ce, de 3 façons. La réduction et le déplafonnement des cotisations familiales et accidents du travail, l'exonération totale des cotisations patronales pour la première embauche, et puis il y a la baisse de 2% de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis. Le deuxième volet, c'est l'aménagement du temps de travail avec, d'une part, la pénalisation des heures supplémentaires par l'obligation d'un repos compensateur intégral et, d'autre part, l'incitation à la réduction du temps de travail par des crédits d'impôt. Troisième volet, une meilleure insertion des chômeurs. Les TUC disparaissent au profit de véritables contrats de travail payés à la moitié du SMIC. Et puis on simplifie et on améliore les aides à la formation et à l'insertion des chômeurs de longue durée. Le coût de toutes ces mesures, une bonne dizaine de milliards. Oui Gérard, et les réactions des partenaires sociaux sont plutôt mitigées, nous vous le disions dès hier soir. Alors comment réagit-on plus près du terrain? Avec nous en direct 2 hommes aux préoccupations différentes et qui pourraient être complémentaires. Vous, Monsieur Dubois, vous êtes
chef d'entreprise, vous dirigez une affaire d'imprimerie, de sérigraphie plus précisément. Et vous, Monsieur Paga, vous avez créé il y a quelques années le syndicat des chômeurs. La première question vous revient. Le plan Rocard 89 vous paraît-il plus efficace que le précédent? Oui, il y a manifestement des aspects nouveaux et positifs dans le plan Rocard et je m'en réjouis. Mais j'ai peur quand même que ce ne soit pas à la hauteur du drame des chômeurs de longue durée. Vous l'avez rappelé, Gérard Leclerc l'a rappelé tout à l'heure, 900 000 chômeurs de longue durée, 200 000 de plus de 3 ans, et parmi eux, 500 000 qui touchent une indemnité de 2 000 francs par mois. Oui, mais justement, M. Paga, il y a le traitement économique du chômage, il y a aussi la manière dont la société tolère ou rejette, ou au contraire accepte ces chômeurs. À votre avis, à la lumière de votre expérience, est-ce que la société française a fait des progrès dans ce sens? Il y a quelques progrès, mais ils sont très, très légers. Car s'il y avait eu des progrès décisifs, il y aurait bien longtemps qu'on aurait pu résoudre le chômage de longue durée. Mais c'est le triomphe des corporatismes et des égoïsmes qui a empêché cette solution. Et il y a un effort considérable à faire pour rattraper tout le retard. Et il y a des mesures plus importantes, plus audacieuses qu'il faut préconiser. Et notamment, il faut aller au-delà des propositions du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail est un élément décisif et c'est un partage des emplois. Et cela suppose des mesures de l'ordre, par exemple, des 35 heures de travail par semaine. Monsieur Paga, fondamentalement, comment expliquez-vous que les chômeurs de longue durée n'aient pas profité de l'amélioration de l'emploi, des 250 000 emplois qui ont été créés depuis un an? Eh bien, c'est à la fois tout le problème et le drame. Car en effet, la priorité des priorités aurait été de faire bénéficier les chômeurs de longue durée des dividendes de la reprise de la croissance. Et on voit à l'heure actuelle les organisations syndicales réclamer pour toute une série de catégories de salariés. Il va y avoir peut-être des manifestations, voire des grèves. Or que la priorité des priorités, ce devrait être pour les chômeurs de longue durée. D'abord, leur donner une indemnisation correcte. Encore une fois, on ne peut pas vivre avec 2 000 francs par mois. Alors, et puis... Oui, Monsieur Paga, je vous interromps parce que Monsieur Dubois, donc, il n'est pas au Mans comme vous, il est à Boulogne, il est en direct aussi avec nous. Monsieur Dubois, vous dites que vous ne trouvez pas assez de main-d'œuvre spécialisée. Est-ce que vous seriez prêt à embaucher un chômeur de longue durée maintenant que vous connaissez le plan du gouvernement? Il y a de nouveaux allègements de charges, vous ne paieriez pas de charges patronales pendant plusieurs mois, si c'était le cas. Bon, écoutez, je crois que le problème n'est peut-être pas aussi simple. En vérité, aujourd'hui, je crois que la machine économique tourne bien, les entreprises tournent parfaitement bien, la situation économique est bonne, mon outil de production tourne parfaitement. Mon gros problème, c'est que je ne trouve pas de personnel qualifié. Et ça, je crois que c'est un drame. On a en France un problème de formation à tel point qu'on envisage, la profession envisage de faire une école de sérigraphie, tout simplement, pour trouver du personnel qualifié. Et je crois que le problème du chômage, c'est avant tout un problème de formation. Monsieur Dubois, on a quand même envie de vous dire, multiplier les heures supplémentaires plutôt qu'embaucher, est-ce que c'est pas quand même pour vous un peu la solution de facilité, celle qui coûte le moins cher? Écoutez, je crois que ça n'a rien à voir. Les heures supplémentaires, on est obligé de les faire, on est obligé, nous, dans notre entreprise, de faire face à des à-coups qu'on ne peut régler que par des heures supplémentaires. Et je pense que je ne verrai pas mon personnel avec du personnel supplémentaire non qualifié. Je pense que ça n'est pas possible. Il est absolument indispensable de conserver cette souplesse qu'on a si on veut conserver notre compétitivité. Donc le problème, c'est la qualification. Le problème, c'est la qualification et la formation des personnels, ça c'est clair. Le plan Rocard veut inciter les entreprises à réduire le temps de travail, à mieux utiliser les machines et ainsi donc à embaucher. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Alors je pense que mieux utiliser les machines, ça me paraît effectivement être une bonne chose, mais réduire ou limiter les heures supplémentaires, ça ne me paraît pas être une bonne chose. Oui, mais est-ce que sans là, on peut embaucher? Je crois que non, le problème est encore lié à la formation. Si on ne trouve pas de personnel qualifié, on sera obligé, avec le personnel qu'on a formé, le personnel qui est compétent, là on sera obligé de faire des heures supplémentaires. Alors, Monsieur Paga, dans vos fichiers, vous n'avez personne à adresser à Monsieur Dubois? Mais écoutez, M. Dubois vient de poser un problème, en effet, fondamental. C'est vrai que l'on ne forme pas à l'université, dans les écoles, pour les métiers qui existent aujourd'hui ou qui existeront demain. Et on forme parfois pour des métiers qui disparaissent ou qui vont disparaître. Alors ça, c'est un problème de l'université, de notre système d'enseignement. Il y a des réformes là à faire. Et ensuite, il faut bien voir que les chômeurs de longue durée sont souvent des gens qui n'ont pas, en effet, de grandes qualifications. Et le problème, c'est peut-être faire preuve d'imagination. On ne créera peut-être pas suffisamment
effectivement, dans les entreprises classiques, des emplois pour eux. Alors il y a d'autres secteurs, le secteur de l'économie alternative, de l'économie sociale. On peut imaginer beaucoup de choses. Vous le savez, nous faisons, nous ici, par exemple dans la Sarthe, des centres d'expérimentation sociale où nous accueillons des jeunes TUC, des chômeurs de longue durée, dans des secteurs nouveaux de protection de la nature, d'aménagement des rivières, etc. Et c'est là où il y a des choses importantes à faire. Il faut faire preuve d'imagination et ne pas vouloir à tout prix créer des emplois là où on ne peut plus en créer. Monsieur Dubois, Monsieur Paga, je vous remercie. Il est évident que le problème du chômage va continuer à préoccuper les partenaires sociaux, le gouvernement et surtout sur le terrain des chefs d'entreprise et aussi les gens qui se préoccupent donc du problème humain du chômage. En tout cas, à partir de demain, le Premier ministre, lui, va rencontrer les partenaires sociaux, cette fois pour plaider la cause du pacte de croissance, autrement dit, les règles de redistribution des bénéfices de l'expansion, et la partie, là non plus, ne sera pas facile. La direction de Peugeot Mulhouse a accepté ce soir de négocier avec les syndicats qui maintiennent pourtant leur mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, le conflit s'était durci et avait gagné Sochaux. Sur place, Sophie Jouve, Frédéric Pasquette. C'est le berceau de Peugeot où est fabriquée la 605 qui bascule à son tour dans la grève. À Sochaux, la production est fortement perturbée. Des débrayages ont eu lieu toute la journée. La tension est montée d'une manière, je dirais, sensible, mais importante depuis vendredi. Elle a pris une ampleur tout à fait nouvelle depuis ce matin et ça se concrétise cet après-midi. Difficile à l'heure actuelle de connaître le nombre exact de grévistes, mais à Mulhouse, ils sont environ 3000 et leur détermination a monté d'un cran. On nous dit de faire des efforts, et puis qu'ensuite plus tard on aura quelque chose après. Et jusqu'à maintenant, c'est 8 ans passés que jusqu'à maintenant on n'a rien du tout. Et les cadences, bon ben, ça tripe de toute façon. Un certain flottement règne dans les rangs des non-grévistes. Si pour eux il n'est pas question de faire grève, les revendications des ouvriers de Peugeot leur paraissent souvent justifiées. Moi je suis d'accord avec eux, mais j'ai une famille, il faut que je nourrisse, j'ai 3 enfants qui sont en bas âge. J'ai une femme qui ne travaille pas, il faut que je nourrisse. On est une usine qui est en pleine expansion, il n'y a aucune raison de casser la boîte, c'est pas possible. On va être premier en 92, bon, il faut qu'il y arrive, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Ces non-grévistes sont encadrés par des agents de maîtrise, recrutés et badgés par la direction. Un rôle très mal accepté par les grévistes, insultes et bousculades se multiplient. L'atmosphère ne cesse de s'alourdir parmi les ouvriers du groupe Peugeot. L'étranger maintenant, pour tous ceux qui, en Afrique du Sud et ailleurs, luttent contre l'apartheid, la date est sans doute historique. Au Cap, aujourd'hui, dans la ville ensanglantée lors des dernières élections, des milliers de personnes ont participé à la première manifestation contre la ségrégation, la première manifestation autorisée par le régime sud-africain. Sur place, Martine Laroche-Joubert, Alain Saint. Une véritable onde de choc. La première manifestation autorisée depuis 30 ans en Afrique du Sud. Nous avons vu aujourd'hui l'inimaginable. Il y a quelques jours à peine, la ville du Cap, une ville blanche, traversée par cette marche noire, plusieurs dizaines de milliers de personnes, sans aucune présence policière, sous l'œil, quelque peu surpris, des Blancs. Conduite par l'archevêque anglican Desmond Tutu et le maire blanc de la ville du Cap, une marche sans incident. Malgré cet afflux considérable et imprévu, le service d'ordre est parfaitement organisé. Et maintenant, du balcon de la mairie, un autre choc, surprenant. Le maire du Cap, un blanc, qui harangue cette foule. Il lui souhaite l'amour, la paix et la fin de la discrimination raciale. Enfin, le défi ultime. L'étendard de l'ANC, le mouvement anti-apartheid, est accroché sur ce balcon. Puis il cède la place à l'archevêque anglican Desmond Tutu. Aujourd'hui est un jour de victoire. C'est la victoire du bon sens. C'est la victoire de notre peuple. La victoire de la paix. Nous devrions inviter M. de Klerk et lui dire « Hello ». Vous vouliez savoir si nous étions capables d'être pacifiques? Eh bien,
Venez voir vous-même. Cette marche est d'abord une formidable victoire pour la communauté noire. Mais c'est aussi un succès politique pour Frédéric de Klerk, qui dès le début de son mandat impose sa marque, celle d'un homme libéral. En tout cas, pour le moment. Dans un pays voisin, en Namibie, assassinat d'un dirigeant blanc du mouvement nationaliste noir, le SWAPO. Anton Lubowski, un avocat de 37 ans, a été abattu, sans doute par l'extrême droite. Un assassinat absurde, déclare le ministre sud-africain des Affaires étrangères. La Namibie, vous le savez, se dégage lentement sous la houlette des Nations Unies du protectorat sud-africain. Pourquoi respecter un accord que l'on a signé quand il n'est pas juste ? C'est au nom d'une logique pour le moins subjective que le primat de Pologne, Monseigneur Glemp, a ravivé aujourd'hui la polémique sur le Carmel d'Auschwitz. S'adressant à des théologiens polonais à Lublin, il a remis en cause encore une fois l'accord signé en février 87 à Genève par 4 cardinaux et 4 représentants des institutions juives. Michel Monpontet. Les carmélites d'Auschwitz ne partiront pas, disait le 3 septembre dernier Monseigneur Glemp. Moins de 15 jours après avoir suscité un tollé dans la communauté juive mondiale pour des propos jugés antisémites, le primat de Pologne persiste et signe. L'Église ne doit pas se sentir obligée de respecter l'accord de Genève. À Auschwitz, on ne peut pas parler de transfert, mais d'expulsion. C'est une atteinte à la dignité des carmélites. En niant une nouvelle fois le bien fondé des accords de Genève de 1987, prévoyant le déplacement de quelques centaines de mètres de ce Carmel, Monseigneur Glemp continue d'aller à l'encontre d'un texte signé pourtant par 4 cardinaux, dont Monseigneur Lustiger et Monseigneur de Courtrai. Le Vatican n'a toujours pas aujourd'hui donné officiellement sa position. Le Carmel d'Auschwitz est pourtant situé sur un site classé patrimoine mondial par l'UNESCO. L'exode de réfugiés est-allemands s'est un peu ralenti aujourd'hui de la Hongrie à l'Allemagne fédérale, mais c'est sur le plan diplomatique que la situation se crispe. La Tchécoslovaquie et la Roumanie appuient bruyamment l'Allemagne de l'Est. La Hongrie envoie des émissaires à Berlin-Est et à Moscou, où sont par ailleurs réunis les vice-ministres des Affaires étrangères du pacte de Varsovie. Le grand bond en arrière, c'est le thème du magazine Résistance consacré à la Chine. Vous pourrez le suivre ce soir à 22h15 sur Antenne 2. Pour Noël Mamère, une journaliste, Camille Aurel, a clandestinement parcouru le cœur de la Chine. 4000 km en 3 semaines et quelque part dans le sud, cette brève rencontre, comme un signe d'espoir. Étudiante dans une université de province, elle était à Pékin pour soutenir ceux de la place Tiananmen. Au lendemain du 4 juin, elle a pu échapper au coup de filet dans la gare de Pékin. Depuis, elle parcourt la campagne chinoise, faisant à sa façon la longue marche. Avec cette espèce de fascination pour Mao qui dort dans le cœur de tous les Chinois, elle nous confie. Les leaders étudiants n'auraient pas dû partir. Ils auraient dû aller dans les campagnes pour parler aux paysans. De village en village, elle cherche la conscience politique de la Chine. Tiens, tu vois, ça c'est un livre qui enseigne la pensée juste. Celle du gouvernement. Premier jour de la rentrée des classes. Les paysans n'envoient pas leurs enfants à l'école avec enthousiasme. 40 millions d'enfants entre 7 et 14 ans ne seraient pas scolarisés. Ça, c'est un livre de science. Celui-là, c'est un livre pour la pensée. L'histoire de Karl Marx lorsqu'il était étudiant. Cette inscription est dans toutes les écoles, dans toutes les universités. Espoir, ouverture du cœur, culture, obéissance. Et bien sûr, c'est l'obéissance qui est le plus important. Tu sais ce qui s'est passé, place Tiananmen? Je ne sais pas, non. Comment ça, tu ne sais pas? Ben, j'ai entendu à la radio, oui, qu'on en parlait. Et qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il fallait le faire. Qui devait le faire? Les étudiants ou le gouvernement? Ce sont les étudiants qui devaient le faire.
dire pourquoi je réagis comme ça. Je suis étudiante chinoise et je n'ai rencontré que toi qui m'as dit que les étudiants avaient eu raison. 22h15, résistance consacrée à la Chine tout à l'heure. Le maire de New York, le prochain, ne sera élu que dans 2 mois, mais on connaît depuis la nuit dernière le nom des 2 candidats qui vont s'affronter, Anne Poncinet. Édouard Koch, maire sortant de New York, ne se représentera pas aux élections du 7 novembre prochain. L'investiture démocrate revient à David Dinkins. S'il était élu, Dinkins serait le premier maire noir de New York. Face à lui, Rudolph Giuliani, candidat républicain. Édouard Koch concourait pour son 4e mandat, mais New York, fidèle à sa réputation de briseuse de carrière, ne lui aura pas permis de battre ce record de longévité. Nouvelle péripétie de procédure dans le procès de l'Amoco Cadiz. Le juge Macquart annule sa décision d'accorder 60 millions de francs aux ostréiculteurs bretons parce que l'État français les a déjà indemnisés et que Amoco a remboursé l'État. Réponse des Bretons, cette indemnisation d'urgence ne couvrait pas le manque à gagner. L'annulation du juge, si elle était confirmée, aurait surtout pour effet de retarder encore le remboursement. Nouvelle méthode pour le KGB de la glasnost. Les services secrets soviétiques présentent aujourd'hui à la presse un film sur leurs activités. Exemple sur ces images, la découverte de documents chez un couple d'espions. Le général Janou Lacaze, ancien chef d'état-major des armées, devrait annoncer demain son adhésion au CNI, le Centre national des indépendants. Janou Lacaze est député européen, il était 7e sur la liste UDF-RPR lors des dernières élections. Démission de 9 maires du Morbihan, geste de solidarité avec Yves Rocher, l'industriel inculpé hier sur une plainte de la BNP dans l'affaire du rachat de l'entreprise Petit Bateau. 3 morts, un blessé en réanimation, bilan de l'incendie qui a ravagé la nuit dernière une maison d'accueil pour personnes âgées près de Quimper. Le sinistre a sans doute été provoqué par l'implosion d'un téléviseur. Le feu a été rapidement circonscrit, mais ce sont les fumées toxiques qui expliquent ce lourd bilan. Légère hausse de l'indicateur de tendance à la Bourse de Paris aujourd'hui, plus 0,23%. Relative stabilité du dollar à 6 francs 67,30 au cours officiel. Oui, et puis un espoir depuis tout à l'heure, si vous êtes chômeur et si vous êtes deviseur en sérigraphie. Depuis le dialogue que vous avez suivi dans ce journal en direct entre M. Paga, le président du syndicat des chômeurs, et M. Dubois, qui a donc une entreprise de sérigraphie, eh bien, M. Dubois nous dit qu'il cherche un deviseur en sérigraphie. Il a donc un emploi à proposer. Si vous êtes donc dans ce cas, voici le numéro de téléphone à Orléans où vous pouvez le contacter. C'est le 38 66 20 58. 38 66 20 58. Un deviseur donc en sérigraphie. De l'espoir aussi pour Danielle Gilbert. Elle pourrait sortir de prison demain. Le parquet de Grasse a requis sa mise en liberté avec une caution d'1 million de francs. Le cancer du sein continue de faire des ravages, même si on le guérit de mieux en mieux. 25 000 nouveaux cas par an en France. Il faut donc systématiser le dépistage. C'est le sens de l'expérience mise en œuvre à Strasbourg sous l'égide de la Communauté européenne. Jean-Daniel Flézaquier, Frédéric Basile. Cet appareil sert à faire des mammographies, c'est-à-dire des radiographies du sein. Un examen qui devrait prochainement faire partie des habitudes de vie pour les femmes, comme le sont déjà la visite chez le dentiste ou le médecin. C'est en effet la meilleure arme pour prévenir et dépister suffisamment tôt l'existence d'un cancer du sein, le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier aussi chez les femmes. Pour montrer que ce dépistage est non seulement faisable, mais aussi rentable, radiologues hospitaliers et radiologues de ville ont uni leurs efforts à Strasbourg. Depuis le 15 mai, ils proposent à toutes les femmes de 50 à 65 ans de venir subir cet examen en quelque sorte gratuitement, puisque c'est la sécurité sociale qui en assume les frais. Une expérience unique en France et en Europe, menée avec une très grande rigueur. Ainsi, les clichés sont-ils lus 2 fois, voire 3 fois même. Une première fois par le radiologue qui a fait l'examen, une deuxième fois systématiquement par un spécialiste différent, une troisième fois enfin si les 2 premiers lecteurs ont eu des avis divergents. Si tout est normal, la mammographie sera faite de façon routinière tous les 2 ans, mais entre-temps, le médecin traitant et la femme auront aussi un rôle à jouer. Il est très important que les femmes continuent à s'examiner, à s'autopalper les seins entre les vagues de dépistage mammographique, ceci bien sûr à condition qu'elles l'apprennent par leur médecin traitant,
ce soit le généraliste ou le gynécologue, et non pas par des dépliants où c'est difficile d'apprendre à se palper les seins. Autopalpation, examen par le médecin, mammographie tous les 2 ans. Les femmes ont aujourd'hui toutes les armes pour lutter contre un fléau auquel elles payent un trop lourd tribut. 25 000 nouveaux cas par an et une fréquence qui ne cesse d'augmenter. Et puis cette mise en garde que l'on peut lire dans un très sérieux journal britannique. Mise en garde adressée aux automobilistes. Ne vous mettez pas les doigts dans le nez au feu rouge. Le journal décrit le cas de ce malheureux dont la voiture a été percutée par l'arrière alors qu'il se livrait à cet intéressant exercice. Il s'est rompu une artère du nez, il s'est évanoui et les médecins n'ont compris le lien entre le choc banal et l'importance de l'hémorragie que bien plus tard. La contrefaçon découvre de nouveaux terrains. Après les faux Vuitton, les faux Cartier, voici les faux logiciels. La police en a saisi 2000 hier à Paris. Philippe Boissry et Noël Alexandre nous expliquent cette affaire qui inquiète les accros de l'ordinateur. Ils connaissaient déjà les pirates, maintenant voilà les faussaires. Disquettes dupliquées, manuels et coffrets purement et simplement copiés, ce faux logiciel était ensuite distribué dans les magasins spécialisés et les grandes surfaces. C'est une entreprise ayant pignon sur rue qui s'est livrée à ce trafic. La société Wings a diffusé plusieurs milliers d'exemplaires contrefaits. Avec un bénéfice de 600 francs par logiciel, le butin s'élèverait à plus de 2 millions de francs. Un préjudice bien plus important pour Digital Research et GST Software, les 2 sociétés victimes qui affrontent là un genre inédit d'escroquerie. Jusqu'à maintenant, on avait assisté à des affaires célèbres de piratage, de copie de logiciels, c'est quelque chose de connu, des tas de gens le font. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais assisté à de la contrefaçon. C'est une différence importante, c'est un pas de plus qui est franchi dans le domaine de la violation des droits d'une société. Pour détecter la supercherie, il suffit de regarder la boîte. Le vrai logiciel de publication assisté par ordinateur TimeWorks comporte une étiquette Bordeaux frappée d'un numéro. L'autre n'en a pas. Le faussaire n'est jamais tout à fait parfait. 2 mots de sport, passons vite sur le football avec le pénible match nul obtenu par Paris Saint-Germain face aux Finlandais. Un match comptant pour la Coupe de l'UEFA 0-0. Alors venons-en à la natation et saluons un revenant, un vieillard de 39 ans qui veut refaire de la compétition. Son nom, Mark Spitz. Noël Mamère. Mark Spitz remontera-t-il sur la plus haute marche du podium aux Jeux de Barcelone? C'est le pari un peu insensé qu'il vient de lancer à près de 39 ans. Le papillon de l'année 1972 a encore soif de médailles. Aux Jeux de Munich, il réalise pourtant un exploit toujours inégalé, remporter 7 médailles d'or, 4 individuelles et 2 en relais. À 22 ans, au sommet de son art, Spitz domina le en nage libre en papillon à tel point que les temps réalisés à l'époque lui auraient permis d'être encore champion olympique en 76 et en 80. Il aurait cependant terminé 8e et dernier de la finale de Séoul l'année dernière, à plus d'1 seconde du vainqueur. Spitz s'estime pourtant capable de revenir. Il ne s'alignera que dans le 100 mètres papillon, son style préféré, là où il pense encore progresser. S'il se qualifie pour Barcelone et remporte sa 10e médaille d'or, 2 à Mexico et 7 à Munich, Mark Spitz, nageur asthmatique et âgé alors de 42 ans, mériterait pour lui tout seul une page entière dans le livre olympique. Il y a de l'espoir, toujours jeune Laurent Cabrol. Oui, Mark Spitz aussi. Et spécialiste du papillon météo. Demain, on va frissonner. Voilà. Non, c'est-à-dire que demain, en fait, nous allons assister à d'abord une pincée d'humidité et d'orage, c'est vrai. Et ensuite, le retour du soleil, c'est bon parce que le soleil revient pour le week-end. Samedi et dimanche seront 2 belles journées. Et humidité plus chaleur, c'est très bon pour les champignons. Ah, voilà une bonne nouvelle. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Moi, je vous donne encore les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé et le quartet de Vincennes. Demain, il y a 18 partants. Donc, les favoris de Pierrette Bresse, le 13, le 15, le 18, le 17, le 12, le 11 et le 8. Un non partant, le 19. Voilà, dernier journal à 23h30 avec Henri Sagnier. Demain, comme tous les matins, à partir de 6h30, Télématin avec Madi Tran et Gérard Morin. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.